vous souhaite tous une bonne fête de la musique. Bienvenue dans sa première édition de conférence sur la musique qui finit organisée par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre Fête de la musique. Tout comme l'année dernière. Cette année encore, la célébration de la Fête de la musique peut faire sans aucun rassemblement, sans aucune fête populaire. Et tout cela à cause de la situation sanitaire dans le pays. Depuis l'année dernière, le secteur créatif est très affecté. Jusqu'à présent, il y a une restriction sur l'organisation de mes activités culturelles et artistiques. Bien sûr, tout cela dans un but pour protéger la population et limite le risque de propagation du virus. Mais malgré les restrictions sanitaires et malgré qu'il n'y ait aucun concert ou rassemblement, nous trouvons comme un artiste, que ce soit un musicien, un peintre ou autre créateur de l'art, ils trouvent un moyen innovant pour adapter eux à la situation. Un artiste, il démontre eux de résilience face à une condition difficile et il arrive et il développe les autres plateformes pour exprimer eux, que ce soit les réseaux sociaux ou la NBC. Et cette année-là, pour Fête de la musique, c'est non seulement pour célébrer la musique, mais également pour célébrer la résilience, le courage, la détermination et la persévérance de mes camarades artistes dans ce moment difficile là. Sa Fête de la musique 2021 là, est dédiée à eux. Aujourd'hui, il arrive l'heure pour qu'il nous évolue. Que ce soit dans la façon dont nous écoutons la musique, mais également la façon dont nous produisons la musique, mais surtout la façon qu'il nous diffuse la musique. CD, il fait à cette époque. Aujourd'hui, nous arrivons dans l'ère numérique et le virtuel. Et c'est une bonne raison qui fait le ministère des Arts et du Patrimoine culturel qui organise sa conférence là, qui sous forme une table ronde avec plusieurs intervenants qui faisant partie du secteur créatif, afin qu'il nous fasse une réflexion sur le secteur de la musique, pour cause de l'histoire de la musique à Maurice, sur l'évolution et l'avenir du secteur. Une conférence qui peut terminer bien sûr avec un concert virtuel avec plusieurs artistes locaux. Le ministère pour garder sa rencontre virtuelle là comme un événement périodique, en vue de mettre en place une plateforme que ben artistes capables d'exprimer et surtout que capables d'avoir une réflexion sur le secteur créatif afin qu'il nous avance et nous évoluer tout en tenant compte des revendications et recommandations de ben artistes. Chaque table ronde qui pourrait être organisée par la suite pour cadrer d'après un thème sur le secteur et la parole sera donnée aux acteurs du secteur. Le gouvernement sensible à la demande de ben artistes. Le gouvernement reconnaît cette contribution. Et c'est pour cela que le Premier ministre, depuis le premier lockdown et même pendant le deuxième lockdown, a assuré que ben camarades artistes figurent parmi ben bénéficiaires du Self-Employed Assistance Scheme. Parce que le gouvernement conscient de ben difficultés qu'ils ont pu faire face pendant cette période de confinement là. Et d'ailleurs, ben artistes dans le secteur touristique encore peut bénéficier de cette scheme là depuis mars 2020 et qui finit étendre par le ministère des Finances jusqu'à septembre 2021. Et comme support additionnel, pareil comme l'année dernière, quand le ministère des Arts et du Patrimoine culturel s'y met en place un action plan, cette année-là, nous finissons réintroduire un nouveau plan de support pour mes camarades artistes. Pour le premier plan, plus de 1300 artistes qui bénéficient de support à travers le action plan, d'un montant déboursé à ce jour de 13 millions de roupies. Et pour le nouveau support plan, un montant de 9 millions de roupies est voté comme support financier. Un plan composé de 7 schemes qui touchent plusieurs catégories d'artistes. Comme mentionné dans mon discours lors de débat budgétaire, à ce jour, nous avons quelques priorités. Mais en premier, c'est le Status of Artist Bill. Nous connaissons que mes camarades artistes peuvent attendre ce texte de loi-là depuis longtemps. Mais je rassure mes camarades artistes qui maintenant nous arrivent à l'étape finale avant qu'ils présentent la loi au Parlement. La rédaction peut compléter et suivant la demande de plusieurs artistes, pour un petit exercice de consultation, 10 après qu'ils rédaction complétée, pour assurer que toutes les recommandations du secteur soient prises en compte dans la rédaction. Comment nous dire, nous arrivons dans BIT pour qu'ils nous capables professionnalisent le métier d'artiste.
En parallèle, il y a un travail d'audit qui peut faire à la MASA. Vous connaissez, avec le nouveau tarif copyright qui peut rentrer en vigueur en juillet 2021, il est important que la collection et distribution de mes redevances fasse d'une manière beaucoup plus efficace. Ainsi, cet exercice d'audit-là pour permettre d'identifier des affaires qui visent à améliorer, qui visent à réadapter ou qui visent à changer. Tout cela dans l'intérêt de mes artistes. Certes, il y a encore beaucoup à faire pour le secteur créatif. Le Premier ministre, moi-même et le gouvernement peut œuvrer pour assurer qu'il nous fait ce qu'il vise à faire pour le secteur et qui pour mes camarades artistes de tout beau. L'intérêt du ministère, c'est l'intérêt du secteur créatif et bien sûr du patrimoine culturel. Nous continuons à œuvrer pour le secteur créatif et nous comptons les autres supports et la collaboration de mes camarades artistes pour qu'ensemble nous continuions à avancer. Je vous remercie pour votre attention et bonsoir. C'est une histoire passionnante, bien sûr, l'évolution de la musique à Maurice. Donc, pour remonter loin dans l'histoire, on remonte bien sûr à la période hollandaise, où on commence à avoir les premiers rapports, les premiers documents officiels. Et chose intéressante, donc ce contingent hollandais qui débarque en 1638, avec à peu près une trentaine de personnes, à son bord un tambour. Donc, on appelait un tambour celui qui jouait du tambour, donc qui est un militaire. Et on le connaît de nom, il s'appelle Cornelius van Rossem. C'est le premier musicien dont on connaît le nom qui débarque à Maurice. Donc son rôle est bien sûr militaire. Il joue du tambour pour rappeler l'heure des repas ou bien pour rappeler les soldats qui sont en forêt en train de couper les bennes pour qu'ils rentrent sur la plage ou sur le vaisseau. Mais comme c'est un musicien professionnel, bien sûr, le soir, il y a la musique de divertissement aussi. Et on entend donc ces musiciens qui chantent, mais il y a aussi des pirates anglais qui s'arrêtent, qui se joignent aux Hollandais et des marchands français. Donc la musique a déjà ce rôle de réunir Français, Hollandais, Anglais, même si officiellement ils sont en guerre. La musique religieuse aussi va tenir une place importante. Parmi ceux qui viennent avec les Hollandais en 1638 se trouve un pasteur donc, qui fait chanter des psaumes tous les dimanches. Donc on va dire que cette palette sonore est encore assez mince, mais elle est là et on a des rapports officiels. Inofficiels, maintenant moins connus bien sûr, c'est la musique des esclaves. Les Hollandais font venir dès 1642 à peu près 200 esclaves de Madagascar et on a très peu d'informations sur ces activités, mais on sait que les esclaves évadés faisaient entendre leurs chants et on entendait leur tambour et les Hollandais ont rapporté justement ces chants qu'ils entendaient loin dans la forêt. Donc ça, c'est les premiers signes d'une activité musicale. Ensuite, avec la période française de 1710 à 1810, les choses commencent à mieux se stabiliser, puisque les Français déjà restent plus longtemps. Donc les théâtres, un premier théâtre va ouvrir ses portes un petit peu plus tard, mais on va dire que la musique militaire reste importante et les soldats jouent régulièrement dans les casernes, pour les bals du gouvernement, pour la fête de la Saint-Louis. Il y a de grandes fêtes où les musiciens sont sollicités. Il y a chez les particuliers, dans le privé, sur les domaines sucriers aussi, énormément de musique qui se joue. La musique religieuse se développe aussi de plus en plus avec la construction des églises, etc. On fait venir des orgues, on fait venir des instruments. Et bien sûr, la musique des esclaves qui continue à se développer et qui est mieux répertoriée dès 1817. Donc c'est après, un petit peu après. On a déjà une première transcription d'un Sega, Carilalo, qui est transcrit par un des voyageurs qui passe. Donc l'histoire du Sega commence à avoir une forme écrite ou une source écrite dès cette période. Donc c'est une période assez riche, mais je pense que l'âge d'or arrive avec la période anglaise, à partir de 1810 quand les Anglais débarquent, pour plusieurs raisons. Bon, Maurice devient une plaque tournante vraiment importante, et l'étoile est la clé de la mer des Indes. Tous les vaisseaux s'arrêtent en route vers l'Est, donc vers l'Australie, la Chine, Malaisie, Singapour, etc., l'Inde. Donc c'est un passage obligé. Du coup, Maurice bénéficie de ce développement, mais très intéressant aussi avec le développement des bateaux à vapeur. Les artistes européens et américains, européens surtout, vont faire des tournées internationales. C'est nouveau, ça ne se faisait pas. Et grâce à ces tournées, donc ils s'arrêtent à Maurice et puis vont vers d'autres pays,
et Maurice bénéficie de cet apport de très grands artistes. À la même période, cette période anglaise, plus de 800 pianos sont importés de Paris. Donc c'est un chiffre extraordinaire parce que même aujourd'hui, on est très loin de ce chiffre. Donc c'est vraiment l'âge d'or. C'est l'époque où, après 1850, pour la première fois, on entend un accordéon. Pour la première fois, on va entendre un saxophone. Tout cela se passe dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Les compositeurs locaux se mettent à écrire. Et grâce à beaucoup des Paulusiens pour la plupart, ils vont s'intéresser aux Sega. Donc ils vont prendre les Sega qu'ils entendent à Paulu et ils vont les mettre dans les musiques de salon. Mais grâce à cet effort de transcription, là aussi on retrouve pas mal de traces de notre tradition orale d'une manière écrite, ce qui nous permet d'aller plus loin encore dans cette histoire. Et les Anglais aussi avaient cette philosophie de feel good. Donc ils faisaient beaucoup de musique pour que cette transition de la période française à la période anglaise se passe pour le mieux. Donc ils jouaient tous les dimanches au Champ de Mars. Ils participaient même les opéras, énormément d'opéras, qui étaient des troupes françaises. Mais c'était les Anglais qui se joignaient à l'orchestre, qui jouaient encore une fois. La musique a ce don de réunir, enfin ils se querellaient de temps en temps, mais se réunissaient aussi. Donc c'est vraiment pour moi l'âge d'or de ce développement, de cette évolution, de cette palette sonore. Et à la même époque, donc 1835, l'abolition de l'esclavage, on voit aussi apparaître les premières traces d'activité des musiques chinoises et indiennes. Un premier opéra chinois en 1872 qui est extraordinaire. Donc la musique indienne aussi qui se développe. Dans toutes les cultures, en fait, c'est la philosophie de notre musée. La musique suit les migrations humaines. Donc dès qu'une communauté s'installe, quelques années après, elle va chercher pour célébrer les naissances, les mariages, un prêtre, des musiciens, il y a un chant, il y a des rituels. Ça se suit dans toutes les cultures. Donc c'est ainsi que la musique se développe jusqu'à l'indépendance. Mais je crois qu'un moment clé, c'est 1964 avec la nuit du Sega, où l'aspect commercial de la chose va prendre son essor et va permettre vraiment à cette musique qui nous est propre de se développer dans tous ses états. Bon, c'était un plaisir d'être là, c'est un honneur d'être invité sur ce panel magnifique. J'aimerais pouvoir commencer cette discussion sur le numérique en élaborant un petit peu sur la technologie elle-même, mais j'aimerais tout simplement notifier les gens que ce n'est pas de la techno dont on va parler, c'est pas de la musique techno. Donc alors, quand j'entends le terme numérique, les gens ont tendance à parler d'électronique, de technologie, de matériel lui-même, et on ne peut pas discuter de ce sujet sans parler un petit peu de l'histoire elle-même. Et on peut retracer les premiers composants d'électronique dans la musique à 1929, aussi loin que ça. Je parlais plutôt d'un clavier de la marque Hammond. C'est un clavier à des sonorités très jazzy, très groovy, et qui a été inventé en 1929 et qui continue encore à faire partie de notre du patrimoine et de l'univers musical des producteurs plus contemporains, si je peux utiliser le terme. Par la suite, on a eu ce qu'on appelle les sampleurs, où il y a eu surtout des DJ ou alors des producteurs qui ont repris des petits morceaux et qui les ont retravaillés avant de pouvoir les réexporter dans différents formats ou différents genres de musique. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans, on va dire un petit peu, je vais utiliser le terme démocratisation de la technologie elle-même. Au début des années 60-70, quand la technologie était en train d'être inventée, tout ce matériel coûtait très cher. C'est pour ça que les sessions studio coûtaient énormément et ça coûte encore très cher de faire une production en studio. Mais je veux dire, vers la fin des années 90, des compagnies comme Akai, Sanyo, Casio ont trouvé les moyens de fabriquer des claviers qu'on trouve dans les maisons un peu partout pour que les gens puissent justement aider. Il y avait ce qu'on appelait les piano labs où les étudiants pouvaient apprendre en groupe à jouer du piano en utilisant du matériel électronique et après à composer des chansons chez eux. De nos jours, si je parle de la technologie de la production, je peux facilement produire un album avec un téléphone portable, faire un vidéoclip avec un téléphone portable et maintenant le mettre en ligne et le diffuser et le promouvoir avec un téléphone portable. Mais bien sûr, on va aller vers un compromis énorme au niveau de la qualité et du rendu final.
Il y a maintenant une autre facette de la technologie qu'à Maurice, qu'on a beaucoup souffert de ça, c'est le piratage aussi. Donc le numérique comme je l'ai dit, démocratisé l'accès à la production et aussi l'accès au marketing. D'ailleurs, le produit peut être distribué plus facilement, il est accessible. Dans les années 90, beaucoup de producteurs comme Metallica, à un moment donné, s'étaient dit qu'ils allaient arrêter de produire de CD parce que leurs CD ne se vendaient plus. Et maintenant, les albums recommencent à se vendre en ligne sur iTunes, sur Apple Music, etc. Et ça offre aux producteurs et aux musiciens, aux artistes un revenu. Donc c'est très intéressant parce que maintenant on voit aussi un retour du vinyle. La musique, elle est toujours produite avec les technologies récentes, avec Pro Tools en studio, avec les sampleurs, les DJ, etc. Ils font toujours la même chose. Mais le médium sur lequel la musique sera vendue et distribuée et écoutée par les audiophiles chez eux revient vers l'analogique. Donc là, on a un retour du vinyle. Et donc, il y a comme ça, je veux dire, un couteau à double tranchant où la technologie, elle, nous permet d'aller très vite, très loin, mais on a ce besoin de retourner aux sources pour vraiment ressentir la musique et ressentir cette énergie dans l'analogique. Je m'appelle Kishore Tokori et je suis auteur, compositeur et directeur des Bhojpuri Boys. Pour finir ce sens-là, pour né le 21 juin et zou musique day, je dis bon Dieu merci et avec votre bénédiction, pour finir l'occasion de partager la musique Bhojpuri dans l'Europe, Angleterre, la France, l'Écosse et Italie, après on prend un des endroits encore. Et ce qui m'a dit aux autres qui merci beaucoup, vous dire merci tout le monde nous fans. C'est grâce aux autres qui nous l'ont aussi. Et moi pour souhaiter tout une bonne fête de musique et amis autres bien, nous vous présentons des petits morceaux et moi souhaiter qu'ils soient contents. Merci beaucoup. बागी में करेला तुरे ना जय ह भौजी तू ना जय हो ना जय ह भौजी तू ना जय हो बैगन बागी में करेला तुरे ना जय ह. Salut à tous, je me présente moi, c'est Oya Topiz. Je suis membre du groupe Racine Tatane, groupe Kaya. La continuité de la musique série et si tu veux Kaya jouer le programme DVD. Et quand moi j'ai Kaya jouer sur la guitare, elle fait même solo. Impressionné au ça. Et là, je me dis, je me content c'est un coup de monsieur un jour. Je comprends un peu ça, mon musical. Là, parce que mon tout m'a dit tout le temps, je donne la joie énergétique, ça tout le temps la présence charismatique. Racine Tatane, Kaya. Et fait de la musique aussi, c'est un encouragement, tout le monde musicien va nous sentir, un artiste. Et je profite de ça à l'occasion là pour faire de tout, je fais de la musique. Bon Dieu béni nous îles. Santé, bella te pianvi, santé. Danser gay, bella te pianvi, danser. Je sais gay, et vini pour te participer. L'accès gay, là sinon te pourrais regretter. Je présente moi-même, je m'appelle Nitin et je suis dans le groupe La Foule. Et le groupe existe depuis 2003 et donc on peut faire jusqu'à présent. Nous faisons plus rock, nous avons la scène rock qui nous partage la musique. Et nous invitons autant que possible venir get nous, venir get un artiste local. Et santé que nous sommes là, c'est Freedom Cause, donc une santé pour la liberté. Et aussi pour poursuivre The Band Rêve. Et donc à tous les amis artistes, je souhaite une bonne fête de la musique et continue, poursuivre la musique et ce rêve magnifique.